Mesdames et messieurs, voilà. Merci d'être ceux qui sont arrivés en premier. Et la salle va se remplir au fur et à mesure, étant donné que nous avons cette année commencé un peu tôt pour une journée et pour 2 journées extrêmement denses et remplies. Vous avez vu le programme, je vous le redétaillerai au fur et à mesure. On a voulu, pour commencer ces assises, donner la parole à 3 institutions qui sont des institutions évidemment majeures dans le secteur, des institutions qui établissent avec chacun d'entre vous une relation tout à fait particulière de conseil, de financeurs, de régulateurs. Et donc, nous avons donné une sorte de quartier libre à l'ANAP d'abord, à la Haute Autorité de Santé ensuite, et enfin à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Je vais demander à Thomas Fanfel de nous rejoindre, Thomas de Planète Grise, puisque vous avez compris pour les plus anciens que notre cabinet qui s'appelait EHPA, ça devenait un peu ringard comme nom, et donc depuis l'an dernier, on s'appelle Planète Grise, c'est quand même un tout petit peu plus moderne, ça nous permet de travailler à l'international. Et donc Thomas va immédiatement accueillir Stéphane Pardou, le directeur général de l'ANAP, qui est le premier des 3 à présenter ce qu'est l'ANAP, mais aussi à présenter l'ensemble des services que l'ANAP rend aux établissements. Stéphane Pardou. Donc, bonjour à tous, bonjour Monsieur Pardou, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous donne un micro aussi. Bonjour à toutes et à tous, on se chauffe depuis le début. Donc peut-être avant de commencer votre présentation des outils de l'ANAP, vous présenter rapidement. Donc vous avez, après une carrière hospitalière de près de 20 ans, il me semble, au cours de laquelle vous avez dirigé des établissements de santé et un GHT, pris la direction de l'ANAP, donc il y a 3 ans à peu près. Donc je tiens à rappeler aussi que vous êtes un partenaire fidèle des assises des EHPAD. Vous avez participé depuis de nombreuses années à nos assises et que vous êtes également un partenaire de nos travaux, de Matière Grise notamment. Nous avons récemment, nous allons publier dans quelques jours un rapport sur le domicile du futur, donc coécrit avec l'ANAP et Matière Grise. Et ce rapport, d'ailleurs, je vous le dis aujourd'hui, il sera présenté à la presse lundi prochain, 16 septembre. Donc ce document, rapidement, c'est le pendant de l'EHPAD du futur que vous connaissez tous, qui avait été publié il y a 3 ans et qui là se concentre sur le domicile du futur. Voilà, et donc il sera présenté devant vous lundi prochain. Mais aujourd'hui, si nous avons invité, c'est pour vous demander de nous présenter donc les outils de l'ANAP. Dans les outils qui outillent les EHPAD, les ARS et les conseils départementaux dans tous leurs enjeux de performance. Donc là, pour nous présenter ces outils, vous avez une 15aine de minutes sur scène et ensuite on passera aux outils présentés par la HAS. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Je voudrais tout d'abord, au préalable, vous dire bonjour à toutes et à tous et remercier Matière Grise de l'invitation et de démarrer cette séquence par des interventions de 3 agences d'État, ce qui est aussi une forme de reconnaissance du travail de la puissance publique, parce qu'on critique toujours souvent la puissance publique en France, qui est parfois le réceptacle de toutes nos envies, de toutes nos tensions. Mais je voudrais remercier Luc Broussy de nous faire intervenir au début de ces 2 journées, ce qui montre qu'il y a de l'action publique au service des établissements. Alors, pour parler de l'ANAP, je pense que la plupart d'entre vous dans la salle connaissent l'Agence nationale d'appui à la performance. Alors, de façon historique, vous nous connaissez pour un objet que vous détestez, pour les gestionnaires d'établissements, que vous détestez tous, qui s'appelle le tableau de bord médico-social, qui est un outil créé par l'ANAP, mais il y a longtemps maintenant, qui est un outil à destination de la puissance publique qui vous oblige à remplir de nombreux éléments de résultats de vos établissements, de fonctionnement de vos établissements, mais qui offre à la puissance publique une mine d'informations sur la situation des établissements et qui permet de documenter les actions de la puissance publique. Alors, vous nous connaissez pour ce tableau de bord médico-social et finalement, pendant très longtemps, vous ne nous avez connus que pour le tableau de bord médico-social. Et pourtant, l'ANAP, c'est vraiment autre chose. Alors, dans une période de notre pays où on a questionné le recours aux cabinets de conseil privés, eh bien, le secteur de la santé,
sanitaire, médico-social dispose depuis 15 ans d'une agence de conseil public. Alors que l'État vient de créer, à destination de l'interministériel, une agence de conseil au sein de la DITP, nous avons dans le secteur de la santé une agence de conseil qui est l'Agence nationale d'appui à la performance. Alors c'est quoi l'ANAP ? Vous le voyez sous vos yeux, c'est une agence rattachée au ministère de la Santé et au ministère des Comptes publics avec un conseil d'administration paritaire qui rassemble toutes les fédérations du secteur. Donc toutes vos fédérations sont au conseil d'administration de l'ANAP et bien sûr avec les administrations centrales. L'ANAP, c'est important de le dire par rapport à mes partenaires et amis qui vont intervenir juste après, c'est une agence de conseil, d'intervention, d'expertise, sans aucun rôle de régulation, sans aucun rôle de contrôle. Quand l'ANAP intervient, ce n'est pas une inspection qui arrive, ce n'est pas une agence qui vient réguler, c'est une agence qui vient conseiller à la demande des pouvoirs publics, régionaux, nationaux, à la demande des dirigeants d'établissements, qui vient conseiller, qui vient orienter, qui vient donner des clés pour améliorer le fonctionnement des établissements. Et notre mission, c'est de soutenir, d'outiller et d'accompagner les établissements sanitaires et médico-sociaux dans la performance, dans toutes ces dimensions. Pas uniquement économique, j'y reviendrai. Économique, oui aussi, mais pas uniquement économique. Donc nous faisons ça depuis 2009, et c'est vrai que pendant très nombreuses années, l'ANAP a été très centrée sur le secteur sanitaire. Pour ceux qui ont éventuellement exercé dans des établissements sanitaires, nous sommes beaucoup plus présents historiquement. Le virage ambulatoire, la gestion des lits, le fonctionnement des blocs opératoires, la chaîne de facturation sont des thématiques de l'ANAP extrêmement connues dans le secteur sanitaire. Il y a finalement que depuis quelques années que l'ANAP a assumé un positionnement médico-social plus marqué à la demande des pouvoirs publics, à la demande de la DGCS notamment, et de la CNSA, pour lequel nous travaillons régulièrement. Alors, nos 3 modalités d'intervention, elles sont résumées sur cette slide et elles sont très simples. D'abord, nous produisons des travaux généraux, des outils opérationnels, des outils synthétiques, opérationnels, techniques, pour permettre aux dirigeants de maîtriser un sujet particulièrement complexe que la loi a parfois rendu complexe et que parfois les décrets d'application ont rendu encore plus complexe. Je vous donne un exemple. Ceux qui, dans la salle, maîtrisent parfaitement la livraison à soi-même lors d'une opération d'investissement, lèvent la main. Que ceux qui ne maîtrisent pas la livraison à soi-même lèvent la main, moi j'en fais partie. Bien, l'ANAP a monté un travail, a fait un travail très précis sur le principe de la livraison à soi-même, qui est un montage tout à fait permis par la loi, qui permet d'avoir une opération d'investissement avec une TVA réduite par rapport à la TVA à plein tarif. Pourquoi on a fait ce travail ? Tout simplement parce que dans les interventions terrain qu'on a menées sur des opérations d'investissement à la demande de la CNSA, on s'est aperçu qu'un grand nombre d'opérations étaient chiffrées avec une TVA à taux plein et pas avec une TVA à taux réduite. Ce qui introduit juste un différentiel de 15% sur le coût total de l'opération. Et donc ce travail sur la livraison à soi-même, par exemple, c'est un travail général qui a été fait par les équipes de l'ANAP et qui est disponible sur la plateforme de l'ANAP. La deuxième modalité d'intervention, d'action de l'ANAP, ce sont des interventions concrètes sur le terrain. J'y reviendrai tout à l'heure, plus précisément en individuel ou en collectif, à la demande des structures elles-mêmes, des ARS, des conseils départementaux ou à la demande éventuellement de la puissance publique nationale. La façon dont on intervient, c'est important. L'ANAP, je l'ai dit, ce n'est pas une agence d'inspection, c'est une agence de conseil. Donc on intervient en bienveillance, on intervient de façon technique, très technique. Je viens de vous parler de la livraison à soi-même. Vous voyez, il n'y a pas un sujet plus technique que la livraison à soi-même. Je pourrais vous parler de la mise en œuvre du tarif différencié, mais je crois qu'on en parle tout à l'heure dans la matinée ou dans l'après-midi avec la DGCS notamment. Et puis le troisième point important sur l'intervention de l'ANAP sur le terrain, c'est que c'est vous qui intervenez pour l'ANAP. Les experts de l'ANAP qui interviennent, qui travaillent à l'ANAP, ce sont tous des professionnels qui ont exercé en établissement médico-sociaux. Des directeurs d'établissements publics, des directeurs d'établissements privés commerciaux, des cadres de santé, des cadres de soins, des ingénieurs, des cadres de restauration. Ils interviennent dans ces missions terrain à la demande de l'Agence nationale d'appui à la performance. Et soit ils travaillent pour nous à temps plein, soit, comme pour la Haute Autorité de Santé, ils ont des missions d'expertise pour nous et ils interviennent pendant quelques jours à la demande de l'ANAP pour aider un établissement à créer un GTSMS,
pour aller vers un processus de fusion, pour développer un CRT, pour mettre en place une plateforme. Je pourrais vous citer des exemples dans toute la France, en Corse, en Normandie, en Occitanie. Nous avons une multitude d'interventions. Donc ça, c'est la deuxième façon dont la NAP intervient, j'y reviendrai. Et puis la troisième, c'est que nous sommes, comme d'autres, en capacité d'éclairer la puissance publique, de leur fournir des éléments par des enquêtes, des analyses terrain approfondies, une évaluation sur des actions de politique publique. Quelques exemples. Nous sommes missionnés en ce moment par la DGCS pour travailler sur la politique des achats dans le secteur médico-social. Nous avons été missionnés par la DGCS, voici quelques mois de cela, pour éclairer la décision sur les regroupements et les coopérations dans le secteur public. Voilà deux exemples très précis de missions. Nous avons actuellement une mission d'évaluation. C'est cet exemple, non, une définition des indicateurs d'évaluation pour les CRT que nous sommes en train de réaliser, pour lesquels nous allons sortir des travaux très bientôt. Donc voilà les trois modalités d'intervention de la NAP: contenu opérationnel disponible sur notre site, intervention terrain, et puis éclairage à destination des pouvoirs publics. Alors, voilà comment on travaille. Sur quoi on travaille? On travaille d'abord, et peut-être avant tout, c'est l'ADN de la NAP, sur la performance interne des EHPAD. Certes, tout le monde gère bien, mais ce qu'on voit aussi, c'est que si on appliquait partout dans le pays les meilleures pratiques que l'on peut voir chez le voisin, nous aurions un niveau de qualité de prise en charge, un niveau d'organisation, un niveau de résultats économiques qui serait sans doute un petit peu meilleur. Et donc, ce que fait la NAP, c'est qu'elle se sert de ce qu'elle voit chez vous, dans vos établissements, sur le terrain, pour essayer de les diffuser à l'ensemble du pays. Que ce soit sur les bonnes pratiques en ressources humaines, sur les bonnes pratiques d'investissement, je viens de vous citer un exemple, que ce soit sur des fondamentaux de gestion, nous menons tout un travail sur l'application des bonnes règles de facturation, que ce soit sur la diversification des recettes, que ce soit aussi bien évidemment sur la qualité des accompagnements, et puis sur la mise en œuvre de la transition écologique. Donc sur tous ces sujets-là, nous outillons les établissements pour que leur performance interne soit la plus efficace. Quelques exemples très concrets sur ce que nous faisons. Par exemple, en ce moment, nous avons un appui collectif national qui est lancé pour améliorer son organisation des ressources humaines, ses maquettes organisationnelles. Nous avons plusieurs centaines d'établissements qui ont candidaté, qui vont être suivis par la NAP, dans lequel il y a de nombreux établissements médico-sociaux, des établissements sanitaires également, mais des établissements médico-sociaux. La promesse à l'issue de cet appui collectif de la NAP, c'est que les maquettes organisationnelles dans un EHPAD soient les plus efficaces et soient le mieux adaptées à la charge en soins, à la charge en nursing, à la charge en accompagnement. Nous avons également, je vous cite un autre exemple, je l'ai évoqué, la qualité des accompagnements, des interventions sur la qualité des accompagnements, sur le recours à l'hospitalisation à domicile au sein des EHPAD. Nous menons des missions pour certains EHPAD sur ce sujet-là. Et puis, nous avons aussi lancé, et près de 1000 EHPAD en ont aujourd'hui bénéficié en France, sous l'égide de leurs ARS, un grand plan d'accompagnement collectif sur la sécurisation de la prise en charge du médicament, qui est un sujet important dans les EHPAD. Et nous avons bâti, sur la base de quelque chose qui avait été fait par l'ARS Île-de-France, nous avons modélisé un appui national sur la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse. Et vous êtes aujourd'hui plus de 1000 EHPAD à avoir bénéficié de cet appui qui permet une sécurisation de l'organisation du circuit du médicament. Et puis, je m'arrêterai là sur ce sujet de la performance interne. Nous avons bien sûr beaucoup de travaux sur la mise en œuvre de la transition énergétique que vous pouvez retrouver sur notre site. Alors, on travaille sur la performance interne des EHPAD. On travaille aussi sur réinventer ou accompagner l'amélioration de l'offre de services des EHPAD. Je l'ai évoqué, nous avons été très fortement partie prenante de la réflexion nationale sur la mise en place des GTSMS, portés par la DGCS, pour lesquels les textes d'application vont sans doute sortir très bientôt, convaincus que nous sommes à la NAP, que la masse critique est un enjeu stratégique dans le secteur médico-social. Et que, je le dis toujours au risque de créer un peu de remous dans les salles, mais nous l'assumons à la NAP, nous ne sommes pas persuadés que sur un certain nombre de fonctions, l'unicité de fonctionnement, la structure isolée, apporte les meilleures conditions d'efficacité pour le secteur. Et nous avons de nombreux exemples de coopération publique,
de processus de fusion, de processus de regroupement, donc public actuellement, beaucoup en Bretagne par exemple, avec de très beaux GCSMS en Bretagne, mais aussi bien évidemment dans le secteur privé non commercial et dans le secteur privé commercial, de très beaux exemples où nous voyons que la logique de groupe, elle est profitable parce qu'elle permet de recruter des professionnels complémentaires, elle permet de disposer d'équipes techniques, par exemple, pour maîtriser ce que je vous ai évoqué sur la politique d'investissement. Donc nous avons beaucoup travaillé sur cette question des GTSMS et nous avons en ce moment, nous sommes en train de préparer, à la demande de la DGCS, une offre d'accompagnement à compter de 2025 pour les EHPAD publics, là pour le coup, pour qu'ils s'engagent dans cet grand chantier du regroupement. Et puis, nous accompagnons également au renforcement de la performance de l'EHPAD sur son territoire, avec notamment les CRT. Nous sommes actuellement chargés d'une mission confiée par la CNSA et la DGCS sur les CRT, et nous allons publier début octobre, là, dans quelques jours, tout un guide pratique avec des fiches, des documents types pour rendre un centre de ressources territoriales opérationnel et de la réponse à l'appel à projet jusqu'au fonctionnement quotidien, voire pour aller jusqu'à se transformer en EHPAD plateforme. Et puis, on fait aussi des choses à bas bruit qui ne se voient pas encore au niveau national. Nous avons en ce moment un appui terrain pilote en Occitanie, je crois, sur les tiers-lieux, monté avec la RS Occitanie, où nous appuyons un certain nombre d'EHPAD dans ce projet de tiers-lieux pour voir quelles sont les conditions de réussite pour mettre en place un EHPAD tiers-lieu et pour aboutir à la suite, éventuellement, à une généralisation de ce type d'appui pour aider les établissements. Troisième thème sur lequel nous intervenons beaucoup, je vais accélérer, le dialogue de gestion. Vous adorez le CEPOM, tout autant que la NAP, avant, ancienne formule. Donc vous adorez le CEPOM. Nous avons été missionnés par la DGCS, à nouveau, pour travailler sur un CEPOM simplifié, recentré, et une démarche simplifiée. C'est ce que nous avons fait. Nous avons sorti, il y a quelques semaines, tout un travail pour rendre la contractualisation plus efficace, en réduisant par 2 les délais moyens de contractualisation, en se concentrant sur l'essentiel, et pour essayer de mettre le CEPOM en cohérence avec les autres dispositifs publics, évaluation, inspection, contrôle, et le projet d'établissement. Donc ces outils, ils sont disponibles, ils sont en ligne sur le site de la NAP, ils sont téléchargés des milliers de fois à la minute où je vous parle, ils sont à votre disposition, et permet pour chaque gestionnaire, mais aussi pour les conseils départementaux et les ARS, de comprendre et d'appliquer cette procédure simplifiée. Et vous avez disponible également un webinaire qui a été suivi par plus de 500 personnes et pour lequel vous avez la possibilité de le voir en replay sur le site de la NAP. Donc voilà 3 exemples d'interventions très concrètes de la NAP. Et je voudrais terminer par un dispositif dont j'ai déjà parlé, mais sur lequel je voudrais insister. Le secteur, il est vaste, le secteur du médico-social public, privé, commercial, non commercial, il est vaste, de très nombreux établissements, et c'est difficile pour une agence d'État d'accompagner la totalité des établissements. Dans le sanitaire, c'est un petit peu plus simple pour nous. Quand on intervient dans un très gros centre hospitalier, chef-lieu de préfecture, on a tout de suite une action sur un offreur de soins important. Dans le médico-social, c'est plus compliqué. C'est la raison pour laquelle nous avons monté un dispositif d'appui collectif. J'en ai parlé pour la prise en charge du médicament, demain pour les GTSMS, pour les tiers-lieux, qui sont des dispositifs dans lesquels toujours les mêmes principes d'intervention, le pair à pair, la bienveillance et l'exigence, et puis de l'expertise, de la technicité, de l'opérationnalité. Ce sont des appuis collectifs dans lesquels on vous regroupe, entre une petite dizaine d'établissements, de 5 à 8 établissements, on vous fixe un programme avec des temps intermédiaires d'action dans lequel, avec ce programme, à l'issue, vous devez être en situation, c'est notre promesse en tout cas, de maîtriser l'objet pour lequel vous avez suivi cet appui collectif, gestion du temps de travail, optimisation de sa stratégie d'investissement. Et puis nous évaluons en permanence ce que nous faisons, et donc nous avons embarqué de l'évaluation systématique dans tous ces appuis collectifs. Alors, vous avez ici affiché un certain nombre d'appuis qui sont aujourd'hui ouverts, sur lesquels les établissements peuvent candidater, les OG peuvent candidater. Nous avons beaucoup de candidatures médico-sociales. Donc je vous en ai parlé sur la prise en charge médicamenteuse en EHPAD, sur les cycles de travail, sur l'expérience patient et usager, sur le management collaboratif, sur le développement durable. Tous ces appuis sont à disposition des établissements publics, privés, tout statut. L'agence
ce n'est pas l'agence du secteur public, hein, comme on a parfois tendance à imaginer, parce que agence d'État, donc secteur public. Pas du tout. On entame en ce moment, à la demande du DG du CINERPA, une tournée des fédérations régionales du CINERPA, de façon à montrer à l'ensemble du public quels sont les outils de la NAP. Et donc, nous avons tous ces appuis disponibles pour l'ensemble des établissements. Et puis, nous en avons un certain nombre qui vont être ouverts en 2025. Et je voudrais terminer là-dessus pour montrer qu'on n'est pas déconnecté de la réalité, loin de là. Nous sommes en train de bâtir 3 dispositifs pilotes pour l'accompagnement des EHPAD en difficulté de fonctionnement. Nous montons 3 dispositifs pilotes différents que nous testons. L'un en Corse, que nous avons testé sous un format d'une journée. L'un en grand test, que nous testons sous la forme d'un accompagnement des ARS et des conseils départementaux au pilotage un peu plus précis, plus fin des EHPAD. Et puis un que nous montons en Normandie, plus précisément dans la Manche, où nous accompagnons en ce moment une quarantaine d'EHPAD sur un format de 5 jours, où nous leur expliquons et leur donnons les clés pour maîtriser l'ensemble des éléments de pilotage et d'amélioration de la performance d'un EHPAD. Ces 3 éléments, ces 3 dispositifs pilotes qu'on est en train de tester là sur la dernière partie de l'année 2024, on escompte les déployer à l'échelle du pays en 2025 pour soutenir notamment les établissements les plus en difficulté. Dans cet appui performance interne, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde tout ce que je viens de vous évoquer, le fonctionnement des ressources humaines, le projet d'investissement, la qualité de l'accompagnement, les tarifs, l'application ou pas d'un tarif différencié, les règles de facturation, respectent-elles le Code de l'action sociale et des familles ou sont-elles en deçà du Code de l'action sociale et des familles, etc., etc. On regarde tous ces éléments-là. Il y a une quinzaine d'items qu'en 5 jours, on propose aux établissements de s'approprier de façon à piloter plus précisément leur EHPAD. Et donc, à la demande des pouvoirs publics, on a modélisé ce travail-là et on espère le déployer complètement en 2025. Donc, vous voyez, l'Agence nationale d'appui à la performance, c'est vraiment une agence de conseil technique, d'expertise, ciblée, qui ne fait pas de la régulation, qui ne fait pas du contrôle, qui fait de l'accompagnement à votre demande et réalisé par des pairs à vous, par vos collègues, qui, sur un domaine, ont une expertise particulière. Et je vais terminer par un plaidoyer pro domo. Au moment où on s'interroge sur l'action des conseils dans le pays, le regard extérieur sur un fonctionnement, ça demeure primordial. Toutes les études nous montrent en psychologie que disposer d'un regard sur soi-même, ça aide à progresser. Eh bien, c'est la même chose pour le fonctionnement d'une structure. Se priver d'un regard extérieur, c'est bien souvent rester vissé sur ses habitudes, sur ce qu'on maîtrise. Or, c'est souvent ce qu'on ne maîtrise pas qui apporte des leviers d'action. Et donc la NAP, tout simplement, c'est vous aider à regarder un petit peu plus loin, à regarder un peu de côté pour maîtriser des éléments que peut-être vous maîtrisez moins bien. Et en même temps, c'est vous demander à ceux qui maîtrisent très bien un sujet d'aller montrer aux autres dans l'ensemble du territoire national comment on peut faire mieux dans le fonctionnement actuel. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère avoir été clair et je réponds à vos questions s'il y a des questions. Merci beaucoup, M. Pardo, pour cette présentation. Bonjour, M. Lessy. Bonjour. Donc, on poursuit maintenant notre tour d'horizon des principales institutions majeures qui mettent en place des outils à destination des établissements sanitaires et médico-sociaux. Donc, je vous appelle déjà c'est votre première participation aux assises depuis votre prise de fonction en janvier 2024. Donc, merci de nous faire l'honneur de venir ici. À l'instar de ce qu'on vient de demander à Monsieur Pardou, on va vous demander de nous présenter les outils mis en place par l'HAS à destination des établissements. Alors pour rappel peut-être, l'HAS, donc elle est compétente dans le secteur sanitaire et médico-social. Et pour les EHPAD, elle l'est surtout dans le cadre du référentiel qualité que vous avez mis en place au printemps 2022. C'est bien ça. Cet outil, donc, il est fondamental pour l'évolution de la qualité, mais aussi dans le cadre du renouvellement des autorisations. Donc je vais vous laisser la parole pour détailler cet outil, ce référentiel. Et pareil que M. Pardou, vous avez entre 10 et 15 minutes pour présenter cet outil devant les J'ai bien entendu 15 et 20 minutes. Entre 10 et 15 minutes, pardon. 15 minutes. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir invité la Haute Autorité de Santé
à un moment important pour vous, pour le secteur. Alors, la Haute Autorité de Santé. Alors, je ne vais pas remettre en cause l'invitation qui m'a été faite, parce que j'en suis très honoré, mais il n'est pas question que de santé. Quand on parle d'EHPAD, il ne doit pas être question que de santé. Alors, bon, déjà, ça tombe bien, parce qu'à la Haute Autorité de Santé, on a une vision de la santé qui est celle de l'OMS, comme un état global de bien-être physique, mental, social. Là, on est déjà beaucoup plus dans le sujet global EHPAD. Et il y a eu un moment important, et vous l'avez rappelé, dans l'histoire de la Haute Autorité de Santé, ça a été l'élargissement par la loi de son champ d'intervention au secteur social et au secteur médico-social en 2018-2019, et l'intégration des équipes de l'ancienne ANESM. Et cet élargissement de périmètre, c'est vraiment une chance. C'est une chance d'abord parce que ça donne à la HAS un positionnement unique avec le sanitaire, le médico-social, le social, donc un champ qui couvre tout le parcours de soins et de vie des personnes, indépendamment des frontières ville, hôpital, social, médico-social ou sanitaire. Parce que je ne vais pas vous apprendre que les personnes qu'on accompagne, que vous accompagnez, elles sont un peu indifférentes aux frontières administratives. Et ça nous permet de faire des productions transversales, comme récemment une recommandation début 2024 sur la grande précarité, les troubles psychiques, qui couvrent tout le spectre de la personne. Et je veux dire, il y a une deuxième chance dans cet élargissement des missions, c'est que ça permet de travailler les synergies, les complémentarités, les résonances tout au long de ce parcours, mais sans perdre de vue les spécificités. Et on y tient beaucoup, j'y tiens énormément, aux spécificités du médico-social ou du social ou des sous-secteurs du social, hein, qu'on pourrait même diviser, spécificités dans les pratiques ou dans les modalités d'intervention. Et même, on pourrait dire que la santé, le sanitaire au sens strict, bénéficie du social et du médico-social. Je vais prendre un exemple, ça a été dit précédemment, mais le recueil du point de vue des personnes accompagnées, le partenariat avec la personne, avec ses aidants, avec son entourage, c'est quelque chose qui est très présent dans le social et dans le médico-social, dans les EHPAD notamment. C'est quelque chose qui est maintenant un marqueur clé du projet stratégique de la HAS. Et le social et le médico-social doit beaucoup à cette approche du sujet. Bon, donc si j'ai justifié mon invitation, maintenant, je peux en venir au sujet lui-même, la qualité. La qualité, c'est le fil rouge des missions de la Haute Autorité de Santé. La HAS, elle a été créée pour fournir une expertise scientifique indépendante au service de la qualité du système de santé. C'était vrai lors de la création de la HAS en 2004, ça l'est également depuis son élargissement dans le champ social et médico-social. Expertise scientifique indépendante. Donc on a des outils qui sont bâtis avec méthode scientifique, qui sont assis sur des preuves, qui se veulent des outils solides, que je vais essayer de vous présenter maintenant. Alors, peut-être trois séries d'outils. Alors moi, je n'ai pas de présentation, donc je vais devoir rester avec ma photo pendant tout le cours de mon propos. Alors, le premier levier de qualité, c'est celui que vous avez évoqué, c'est le référentiel d'évaluation. Alors, vous connaissez le cadre législatif, hein, qui date de 2019, un référentiel d'évaluation et un système de cotation défini par la HAS, des organismes accrédités par le COFRAC au vu d'un cahier des charges de la HAS, et puis un contrôle du dispositif, du respect du cahier des charges et du référentiel par la HAS en lien avec le COFRAC. Donc voilà un peu le mécano mis en place par la loi. Qu'est-ce que c'est l'enjeu ? L'enjeu de ce dispositif d'évaluation, c'est très important. Ce n'est pas de se tenir à une photographie à un instant T lors de la visite d'évaluation. C'est de nourrir une démarche permanente d'amélioration continue de la qualité. Sortir de la photo et être dans le continu, dans la dynamique, pour mieux répondre aux attentes des personnes, pour accompagner, et Stéphane Pardon en a parlé aussi, les transformations de l'offre d'accompagnement pour donner du sens à l'action. Et dans un contexte particulier aussi pour vos organismes sur lesquels je reviendrai. Alors, le dispositif d'évaluation, il a démarré récemment, hein, en 2023. Je vais revenir sur 3 éléments d'actualité. D'abord, les premiers éléments de bilan avec l'année 2023. Donc, 3000 établissements et services sociaux et médico-sociaux évalués, dont à peu près 630 EHPAD. Le bilan, la HAS l'a dit il y a quelques mois, il est
plutôt encourageant. Donc dans plutôt encourageant, il y a plutôt. Alors, il est encourageant parce que les cotations moyennes, elles sont bonnes. Et même pour les EHPAD, elles sont un peu meilleures que pour les autres établissements et services sociaux médico-sociaux, des cotations moyennes un peu au-dessus de 3,7 sur 4. Donc on pourrait se dire, c'est très encourageant. Alors pourquoi c'est plutôt encourageant? C'est d'abord que le système de cotation, il mérite d'être mûri, et on y travaille, on est au début de l'exercice. Et puis surtout, comme vous le savez, dans les différents critères d'évaluation, il y a des critères standards et des critères impératifs. Il y a 18 critères impératifs. Et quand on fait un zoom sur les critères impératifs, c'est un peu plus nuancé. Parce qu'on a seulement un tiers des EHPAD qui maîtrisent les 18 critères impératifs. Donc il y en a 2 tiers qui ne cochent pas les 18 cases. Or, les critères impératifs, c'est ce qu'on ne veut pas voir, ou si on le prend positivement, ce qu'on veut voir absolument. Donc, un bilan globalement encourageant, plutôt encourageant, mais avec la nuance. Deuxième élément d'actualité, c'est la publication des résultats. On attend un décret, mais on se prépare à les publier sur le site de l'AHS, si possible, c'est l'objectif, en fin d'année. C'est un exercice de transparence très important, et nous, on souhaite vraiment avoir la publication la plus lisible des résultats, lisible pour le grand public, y compris avec, si on le peut, un score synthétique, qui permet d'ailleurs de pondérer les critères impératifs, comme je l'ai indiqué. Et troisième élément d'actualité, alors qui nous tient à cœur, bon, l'évaluation c'est important en tant que tel, la publication des résultats ça l'est aussi, mais nous on souhaite aller au-delà et créer, si les moyens nous en sont donnés, on verra les lois de finances et de financement qui vont venir, un véritable pôle d'appui à la qualité pour capitaliser sur les résultats des évaluations. C'est-à-dire aller plus loin dans l'analyse des résultats, aller plus loin dans l'accompagnement avec des rencontres qualité, avec des guides pratiques, critère par critère, avec aussi l'animation d'une communauté de pratique. Donc ça, c'est notre ambition. Il y a un nuage de points avec les évaluations. Nous, on souhaite vraiment tracer une trajectoire globale à partir de ce nuage de points. Donc, l'évaluation, premier outil. Il y a un deuxième outil de l'AHS que vous connaissez bien, qui est ancien, ce sont les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Ça n'a pas attendu l'AHS, l'ANESM elle-même avait fait ce travail. Alors, je ferai 3 remarques rapides. D'abord, pour vous dire que les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, c'est un exercice très lié au précédent, à l'évaluation. Et nous, là, on travaille à renforcer les passerelles entre les 2 exercices. Dans le guide d'évaluation, il y a les références des recommandations que les évaluateurs doivent vérifier. Bon, ces références, elles ont un petit peu besoin d'être actualisées et d'être précisées, d'aller davantage cibler dans la recommandation de bonne pratique ce que l'évaluateur doit vérifier. Donc ça, c'est un chantier sur lequel on travaille. Deuxième élément important sur ces recommandations, c'est que le secteur des EHPAD, c'est là où les recommandations sont les plus complètes. Parce que l'ANESM avait fait un travail très complet, très précurseur sur les 4 volets, l'accueil de la personne, sa vie quotidienne et le cadre de vie, sa vie sociale et les éléments de santé. Donc on a eu, entre 2010 et 2015, un gros travail de l'ANESM qui fait que dans les différents secteurs du social et du médico-social, on a des outils très complets. Alors, le revers de la médaille, c'est qu'il commence à être un peu ancien, et on va réfléchir en fin 2024-2025 à un programme d'actualisation de ces recommandations de bonne pratique. Et ma troisième remarque, c'est que ces dernières années, on a priorisé donc plutôt des recommandations transversales, donc qui ne sont pas propres aux EHPAD. Mais je voulais insister sur l'importance particulière de certaines de ces recommandations transversales pour les EHPAD. Je prendrai 3 exemples. D'abord, début 2023, on a publié notre recommandation sur la prévention des addictions et la réduction des risques et des dommages en ESSMS. Bon, en EHPAD, il y a encore une forme de tabou sur les addictions. Or, il y en a à l'alcool, aux psychotropes, et c'est particulièrement important et désarmant pour un public qui est parfois atteint, je ne vais pas vous l'apprendre, de polypathologie et qui est polymédiqué. Et donc, il y a un enjeu particulier sur ce sujet qui est commun à tous les ECSMS, mais un enjeu particulier en EHPAD, et on a voulu donner des outils pour aider les accompagnants à gérer ces situations. Deuxième exemple, on va publier prochainement une recommandation sur l'accompagnement à la vie affective et sexuelle, en ESSMS de manière générale.
Là aussi, en EHPAD, il peut y avoir un écart entre les représentations collectives et les besoins des personnes et les besoins d'accompagnement des accompagnants, qui ont besoin là aussi d'outils pratiques pour faire face à ces situations. Troisième exemple de travail qui va déboucher dans les mois qui viennent, un guide sur le déploiement de la bientraitance et la gestion des situations de maltraitance en ESSMS. Un des apports, je crois, de ce travail, ça sera d'aller contre l'idée reçue parfois dans le public que la maltraitance, elle est avant tout volontaire. Non, la maltraitance, elle est principalement non intentionnelle, institutionnelle. Et donc, ce qu'on va faire dans ce travail, c'est d'identifier les moments critiques où cette maltraitance institutionnelle peut se matérialiser et donner des clés pour les établissements, pour les professionnels, pour les désamorcer. Donc ça, c'était le deuxième outil, les recommandations de bonne pratique. Et j'en viens à un troisième outil qui est en train de monter en puissance et auquel je tiens particulièrement en complément des deux autres, c'est le recueil de la parole des personnes accompagnées. Alors, le recueil de la parole du point de vue des personnes accompagnées ou soignées, c'est un levier formidable d'amélioration de la qualité dans le secteur sanitaire ou dans le social ou le médico-social. Ça, je ne vais pas y revenir, j'espère que c'est une évidence. Deuxièmement, ce qui est important dans le secteur des EHPAD, c'est qu'on a un terreau très favorable. On a fait une enquête de pratique début 2023 qui a montré que vraiment, c'était perçu, c'était identifié, c'était acculturé comme un levier important, plus que dans d'autres secteurs du champ social et médico-social. Donc, il faut capitaliser sur cette culture très ancrée dans les EHPAD. Mais après, reste l'enjeu de l'effectivité. Et ce qu'on constate, c'est qu'en termes d'effectivité sur le recueil de la parole des personnes accompagnées, on est souvent au premier degré, information, consultation, et on est surtout sur un premier degré appliqué à des personnes qui n'ont pas de troubles de la communication. Et donc là, un de nos enjeux, ça va être de travailler sur ce sujet pour permettre un recueil utile de la parole de toutes les personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé. On va mettre en chantier une fiche technique sur le recueil de la parole des personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs. Là, le chantier va démarrer dans les tout prochaines semaines. On va également revenir vers vous à la fin de l'année 2024 pour s'intéresser à l'appropriation du guide qu'on a publié l'année dernière, le guide méthodologique sur le recueil de la parole en EHPAD. Donc on va revenir sur le terrain. Alors, j'ai commencé mon propos en vous parlant de la nature de la HS, autorité scientifique, et je vais terminer comme Stéphane Pardoux pour dire que ça doit être une science appliquée au terrain. Alors, d'abord, une évidence, la HS, c'est la conscience du contexte très tendu pour les EHPAD, que ce soit en termes d'attractivité, de recrutement, de fidélisation des personnels, ou en termes financiers, par rapport à la baisse des taux d'occupation ou d'autres facteurs. Et ça peut sembler compliqué de mobiliser les équipes sur la démarche qualité, parce que la démarche qualité, ça prend du temps, c'est pas du temps d'accompagnement, et c'est un temps qui peut paraître un peu superflu quand on a d'autres priorités et des tensions. En même temps, nous, ce qu'on voit, ce dont on est convaincu, mais qu'on voit aussi, c'est que ce pas de côté, je crois que l'expression a été utilisée par Stéphane Pardoux, ce pas de côté, il est d'une part extrêmement utile, mais extrêmement apprécié, parce qu'il permet de revenir aux fondamentaux. Comment on répond aux besoins des personnes? Comment on valorise nos savoirs professionnels, nos compétences professionnelles? Et donc, comment on s'améliore? Comment on démarre un cercle vertueux? Nous, vraiment, l'expérience qu'on en a, c'est pas unanime, mais c'est très majoritaire, c'est que les équipes sur le terrain apprécient l'exercice. C'est un retour qu'on a aussi dans le champ sanitaire, pour nos visites de certification des hôpitaux, où le contexte est également très tendu. C'est un exercice qui est apprécié. Ça permet de prendre du recul, de faire ce pas de côté. Deuxièmement, sur ce rapport au terrain, c'est pour vous dire que le maître mot de la méthode de la HS, c'est la co-construction. Nos recommandations de bonne pratique, elles sont élaborées dans des groupes de travail avec des professionnels de terrain. Le référentiel d'évaluation, il a été soumis à une large concertation. On a à la HS la CSMS, la Commission du social et du médico-social, présidée par Christian Saout, et qui a été renouvelée avec des professionnels et des représentants de personnes accompagnées ou d'aidants qui connaissent ces réalités. Et dans les équipes même de la HAS, on a des personnes passées par de la PMI, par de la qualité en EHPAD, des anciens travailleurs sociaux, des intervenants en formation dans des instituts du travail social. Donc on a ça dans l'ADN des équipes
et de notre gouvernance. Et dernièrement, sur notamment les recommandations de bonnes pratiques, on nous dit des fois, oui, bon, c'est l'état de l'art, mais voilà, il y a l'état de l'art, il y a les données acquises de la science, et puis il y a le terrain, et le nombre de personnes qu'on doit accompagner, le nombre de jeunes qu'on doit accompagner en ASE, etc. Bon. Est-ce qu'on doit dégrader l'état de l'art, ou est-ce qu'il faut travailler sur ce qu'on appelle dans d'autres domaines le dernier kilomètre, c'est-à-dire comment, à état de l'art donné, on permet une appropriation, une amélioration des pratiques, même si on ne fait pas toujours exactement ce qui est à l'état de l'art. Nous, on souhaite y travailler, ça va être un de nos chantiers stratégiques dans les prochaines années, l'appropriation, l'impact des recommandations à partir de données contextuelles, en mettant des sciences humaines et sociales, en trouvant de nouveaux outils de transfert de connaissances, de nouveaux outils pour toucher concrètement le professionnel qui a son contexte d'exercice. Donc ça va être une grande priorité stratégique de notre prochain plan 2025-2030, l'impact, l'appropriation des recommandations. Et puis voilà, le lien avec les professionnels de terrain, c'est aussi, et je terminerai par là, la raison pour laquelle je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et que je vous remercie pour votre attention. Et on retrouve Aude Muscatelli qui, elle, est une habituée de nos rencontres. Elle était déjà là il y a 25 ans, 30 ans. Et elle a fait une remarque quand on a fait le programme. On avait dit ces agences qui vous veulent du bien. C'était le titre de la rubrique et elle m'a mis un petit mot en disant nous on n'est plus une agence, on est une caisse. Voilà, donc on a modifié l'intitulé, la caisse qui vous veut du bien, puisque, et ce sera ma première question à Aude Muscatelli, qui est directrice générale adjointe de la CNSA. Je vous rappelle que Virginie Magnan, qui était directrice générale, qui est venue à plusieurs reprises aussi à nos assises, quitte ses fonctions, et que Maëlys Lebaillon est le tout nouveau directeur depuis une semaine de la CNSA. Il ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais Aude Muscatelli est la numéro 2 de la CNSA et y est depuis plusieurs années. Et donc la première question qu'on voulait lui poser, c'est, parce que ça a échappé peut-être aux uns et aux autres, parce que c'est peut-être d'abord une affaire interne à la CNSA, c'est justement la création de la 5e branche a permis à la CNSA de se transformer en caisse de sécurité sociale. Et on voulait savoir, Aude Muscatelli, ce que ça a changé pour vous de passer d'un statut d'agence, qui était celui depuis 2005, à un statut de caisse de sécu. Alors, ce n'est pas une affaire interne, puisque la création de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en branche veut dire que désormais, la Caisse n'est plus simplement une caisse, mais qu'elle est intégrée à l'univers de la sécurité sociale, aux côtés des autres caisses nationales de sécurité sociale, et que désormais, elle prend en charge, en lien avec un réseau un petit peu particulier, puisqu'une partie repose sur les départements qui sont des autorités politiques décentralisées. Elle est donc chargée de la gestion d'un risque qui est désormais défini dans la loi, avec tout ce que ça comporte comme politique publique en direction des usagers, notamment, et comme équité territoriale, c'est-à-dire comment on s'assure que, dans un cadre qui est désormais celui de la sécurité sociale, sur l'ensemble du territoire, dans l'ensemble des départements, les usagers, les citoyens ont accès à des droits équivalents qui participent à sécuriser la prise en charge du risque dans un cadre équitable, là où aujourd'hui on constate, et on va sortir un rapport de branche prochainement, qu'il y a encore beaucoup de disparités liées à la sédimentation historique des politiques publiques, à leur disparité d'approche dans les territoires, et que tant en ce qui concerne l'offre d'accompagnement que les prestations individuelles liées à la prise en charge du risque, il y a de nombreuses disparités. Donc une des premières promesses de la branche, qui est inscrite dans le préambule de sa convention d'objectifs et de gestion, et auquel les membres du conseil de la CNSA sont très attentifs, c'est cette promesse véritablement encastrée dans la logique sécurité sociale d'universalité d'accès aux droits et d'équité territoriale. Donc comment, en se transformant en branche, la Caisse va faire ce virage et arriver à garantir, alors ça se fera progressivement dans le temps, mais cette équité territoriale. Et le deuxième gros changement, c'est que désormais les financements de la Caisse ont été financés par des ressources propres, essentiellement la CSG, que ce n'est plus l'assurance maladie qui contribue au financement du risque autonomie, et que la trajectoire, c'est-à-dire l'ensemble des recettes et des dépenses consacrées
au risque autonomie sont inscrits chaque année dans les lois de financement de la sécurité sociale, ce qui garantit une visibilité par les parlementaires sur cette trajectoire de dépenses, sur l'équilibre de la branche. Et donc ça veut dire que le gouvernement n'est plus tout seul, comme dans le cadre d'une agence ou d'un ministère, à fixer ces objectifs de dépenses, et que les parlementaires, il y a aussi des annexes au PLFSS qui précisent exactement comment le risque autonomie est financé, qu'il y a un droit de regard, un débat au Parlement sur la manière dont on finance ce risque, sur qui participe aux dépenses autonomie, puisque même si les dépenses des départements ne sont pas incluses dans la loi, dans les annexes, la part prise par les départements est inscrite, et donc il y a un regard du Parlement année après année sur les dépenses. On peut vérifier que les dépenses évoluent, la manière dont elles évoluent, la manière dont elles semblent aux parlementaires suffisantes pour prendre en charge le risque, et cette insertion dans la loi annuel de financement de la sécurité sociale est un changement majeur, puisqu'il peut garantir un financement à hauteur des besoins, un financement évolué dans le temps, et surtout, il sécurise, c'est-à-dire qu'il garantit à la branche un quantum de financement, et il le met sous contrôle du Parlement année après année. Voilà les deux changements majeurs, me semble-t-il, en plus d'un regard qui est pas simplement gestionnaire et de caisse, mais qui a un regard sur qu'est-ce qu'un service public de la perte d'autonomie, avec davantage, me semble-t-il, d'attention portée au parcours de l'usager, puisque vous savez que les caisses, historiquement, de sécurité sociale sont centrées sur le service à l'usager, la garantie du risque à travers des prestations de solidarité. La caisse était un peu différente, elle était beaucoup tournée, et on en est aujourd'hui, cette assemblée le témoin, vers les professionnels. Évidemment, c'est important, on ne fait rien sans les professionnels, mais quelle vision on donne du service public pour l'usager ? Alors, il y a toute la problématique du guichet, qu'on gère aussi, nous, de manière un peu plus récente, même si ça faisait aussi partie de la tradition de la caisse, mais comment on garantit à l'usager des délais d'accès aux prestations, un parcours qui soit lisible. Et vous savez que lorsqu'on interroge les usagers sur c'est quoi la perte d'autonomie, ils ne sont pas immédiatement au courant de ce que ça veut dire. D'une part, que ça prend en charge à la fois les situations de handicap et le vieillissement. Et ça aussi, c'est un enjeu fort pour la Caisse, comment on traite en même temps la perte d'autonomie associée à deux populations très différentes. Donc cette vision tournée vers l'usager, avec les services auxquels il a droit, l'accompagnement auquel il a droit, ça sera un apport au fur et à mesure du temps de la transformation en branche. Et puis aussi, j'allais dire, d'une branche un petit peu particulière, parce que autant, alors on pourrait la rapprocher de la caisse d'allocation familiale, mais c'est une branche qui, contrairement à la branche maladie, prend en charge la vie des personnes dans une optique de société inclusive, qui est une problématique sur laquelle on travaille beaucoup, c'est-à-dire c'est des personnes qu'on ne va pas prendre en charge, accompagner de manière ponctuelle, mais pour les personnes en situation de handicap, ça peut être toute une vie. Donc comment on garantit une école inclusive? Et puis concernant les personnes âgées, la vieillesse, ça commence tôt, ça se prépare, et puis on a aussi en point de mire la question de la fin de vie. On aura de plus en plus un regard sur ce service public à travers l'usager et à travers la construction d'une société inclusive. Donc, ça a changé beaucoup de choses, la création de la branche. Donc, un périmètre plus lisible, des financements mieux identifiés, un dialogue avec les parlementaires plus exigeant. Voilà, bon, mais ça permet que chacun d'entre vous puisse bien comprendre ce qui s'est passé dans ce changement de statut. On voulait en venir ensuite, évidemment, Aude, sur les sujets que traite au quotidien la CNSA en lien avec les départements, avec les établissements. Alors, on reviendra sur le fond de tous ces sujets tout au long des 48 heures, puisqu'il y a d'autres séquences, mais peut-être dégrainer un peu ce que sont aujourd'hui, vis-à-vis des EHPAD, les principaux sujets de la CNSA. Alors, c'est le PAI, c'est évidemment les différents appels à projets que vous avez pu lancer sur le numérique. Peut-être faire un panorama des dossiers que vous traitez en direct en ce moment avec les ARS et donc évidemment les établissements. Donc il y a de nombreux dossiers en lien avec les EHPAD et les professionnels des EHPAD, mais je voudrais d'abord commencer par
une question qui est fondamentale et qui traverse la manière dont la Caisse, la branche aujourd'hui agit vis-à-vis de l'accompagnement des personnes et donc notamment de la prise en charge en EHPAD, c'est que vous l'avez certainement vu et ça matérialise la feuille de route de la branche autonomie et donc de la Caisse nationale, qui est ce qu'on appelle le virage domiciliaire. Alors non pas pour s'engouffrer dans une vision à courte vue qui serait de dire on n'a plus besoin des EHPAD, le modèle de l'EHPAD est fini et ce qui compte aujourd'hui c'est comment les personnes vont pouvoir vieillir à domicile, mais c'est travailler ensemble avec les professionnels des EHPAD et avec les EHPAD, avec la fédération sur une vision qui serait élargie du domicile. Et de nombreux rapports publics ont travaillé la question. Dans les plans d'aide à l'investissement et en lien avec l'ANAP, on travaille aussi beaucoup la question, c'est comment on peut vivre chez soi, dans un chez-soi qui soit aujourd'hui pluriel, c'est-à-dire c'est pas forcément son domicile historique, mais ça peut être de l'habitat inclusif et ça peut être un EHPAD transformé. Et comment on arrive à cette transformation? Transformé de deux manières, c'est-à-dire qui... Et c'est un débat lourd, hein, comment il apporte à la fois les besoins sanitaires aux personnes qui sont de plus en plus en perte d'autonomie dans les EHPAD, tout en n'étant pas un établissement sanitaire et permettant une vie qui s'approche le plus possible du domicile. Donc ça, avec le levier du PAI et ce qu'on appelle la transformation de l'offre, on y travaille. Et puis aussi une atténuation de cette coupure entre le domicile où des services viennent apporter ce dont les personnes ont besoin et un EHPAD qui reste une institution avec un intérieur et un extérieur, mais comment cet intérieur peut s'ouvrir davantage sur l'extérieur. Et c'est toute la problématique de l'EHPAD plateforme et des CRT, comment l'EHPAD dans un territoire peut être un centre de ressources, comme le sont et comme l'ont été les établissements sanitaires, pour appuyer les professionnels d'un territoire qui ont besoin de cette professionnalisation, et puis pour aussi étayer dans un territoire avec la réponse à des besoins particuliers, le parcours des personnes qui peuvent et qui devront de plus en plus passer de leur domicile historique à pourquoi pas une résidence autonomie, et un EHPAD, mais pourquoi pas un EHPAD qui gère aussi de l'habitat inclusif et qui peut garantir un parcours à des personnes âgées qui, au fur et à mesure de leur avancée en âge, auront besoin autour d'elles d'un étaiement en service et pourquoi pas à un moment donné d'une entrée dans une institution qui offre un étaiement sanitaire et médico-social plus important en lien avec l'hôpital, mais sans avoir cette coupure marquée qu'on peut avoir aujourd'hui entre le médico-social institutionnalisé et le domicile avec les services qui gravitent autour. Donc ça, c'est un des chantiers très structurants qu'on mène à la CNSA dans le cadre du PAI qui est aujourd'hui véritablement en ordre de marche avec énormément d'EHPAD. Je peux vous donner les chiffres puisque je les ai aujourd'hui. Donc, vous savez, le PAI dans le cadre du Ségur, c'était 1,5 milliard qui sont quasiment tous engagés puisqu'on arrive au bout, hein, puisque c'est fin 2024 et on doit montrer l'atteinte des objectifs en septembre 2024. Il y a presque 570 EHPAD qui sont concernés par des projets de transformation, de restructuration ou d'extension qui sont parfois très importants. On a le chantier à l'intérieur de l'investissement du Ségur numérique et c'est un chantier très important puisque non seulement il permettra une meilleure prise en charge des personnes, mais qu'on a l'ambition ensuite de connecter et de pouvoir mieux piloter à la fois de manière très opérationnelle dans les EHPAD, mais aussi via de la remontée de données automatique les politiques publiques grâce à une numérisation des EHPAD. Donc le Ségur numérique aujourd'hui, c'est plus de 28 000 ESSMS embarqués dans les objectifs, avec un objectif d'ores et déjà dépassé de 410 000 dossiers uniques informatisés dans les EHPAD, avec des atteintes de cibles du Ségur qui sont d'ores et déjà atteintes. Vous connaissez aussi l'investissement du quotidien, avec 4000 EHPAD qui sont aujourd'hui soutenus pour améliorer le quotidien des usagers en EHPAD, mais aussi des professionnels. Et enfin, l'investissement dans ce qu'on appelle l'habitat intermédiaire, sur lequel on a quand même du travail à faire, puisque un dernier rapport de l'IGAS a montré que si on voulait véritablement faire en sorte que l'habitat intermédiaire prenne de l'ampleur en France et puisse, j'allais dire, participer à la hauteur de ce qui est attendu par les personnes au parcours des usagers, il faut qu'on soit à une échelle différente, que ce soit sur l'habitat inclusif ou sur les résidences autonomie. Et on est en train de réfléchir à la CNSA et en lien avec la DGCS à comment on passe à l'échelle
sur cet habitat intermédiaire et qu'est-ce qu'il nous faut pour le développer davantage dans les territoires et pour soutenir davantage cet habitat intermédiaire en lien avec les services à domicile et en lien avec les EHPAD, je l'ai dit, toujours dans cette optique d'atténuer ces coupures qui sont aujourd'hui préjudiciables au parcours des usagers. Donc voilà les quelques chantiers assez structurants. Je pourrais aussi vous redire que ce n'est pas lié à la création de la branche, mais ça y participe, qu'on a renouvelé le fonctionnement du laboratoire des solutions de demain, avec un intitulé ambitieux, mais il s'est renouvelé puisqu'on est dans la saison 2 du laboratoire, avec 2 collèges désormais qui participent au travail de ce laboratoire, un collège de membres associés et un travail d'experts thématiques. Au total, on a 33 membres associés au laboratoire venus de tous horizons, c'est-à-dire des professionnels des EHPAD, mais aussi des gériatres, des sociologues, des architectes, et 80 experts thématiques qui vont nous aider sur 2 chantiers prioritaires, le guide d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, à la maîtrise d'usage dans les EHPAD, justement pour aider à cette transformation dans l'optique dont je vous ai parlé, c'est-à-dire comment on transforme l'EHPAD pour qu'il soit de mieux en mieux adapté à cette logique domiciliaire qu'on promeut. Et enfin, créer, toujours de manière très opérationnelle, des supports de formation à destination des professionnels qui s'engagent dans la transformation des EHPAD et qui veulent donner des outils tant en ce qui concerne le fonctionnement que la vie quotidienne des professionnels au sein des EHPAD, que leur configuration architecturale et leur ouverture sur l'extérieur. Donc voilà quelques-uns des chantiers. Je tiens beaucoup à vous parler de ce laboratoire des solutions de demain qui doit nous aider à concevoir avec l'ensemble des professionnels et aussi de l'ensemble des outils qui sont construits par d'autres. Jean a parlé de tout ce qui est l'approche par la qualité. On a parlé aussi avec l'ANAP du sujet de l'outillage. Voilà. Nous aussi, on a au sein de ce laboratoire des outils qui peuvent aider à cette transformation qu'on appelle de nos voeux et qui doit progressivement rendre visible, rendre réel, rendre performant cette gestion du risque qui est désormais confiée à la branche autonomie et plus particulièrement à la Caisse. Bon, bah écoutez, merci pour ce sens de la synthèse et de nous avoir permis d'avoir une photographie assez exhaustive. Moi, ce que je trouve, et je rappelle que tout ce qui vient d'être dit là sera ensuite diffusé à vous et à ceux qui ne sont pas là par vidéo, comme ça on aura des présentations comme ça très synthétiques des actions de ces 3 institutions qui sont, vous avez vu, à la fois complémentaires, en même temps il y a des sujets communs évidemment sur l'avenir des EHPAD, mais c'est aussi une façon de voir le rôle de la puissance publique de manière beaucoup plus concrète finalement. Donc merci à Jean Lesy, merci à Stéphane Pardoux, merci cher Aude, vous avez oublié, c'est moi plutôt qui ai oublié de vous en parler, mais vous êtes aussi à la CNSA à l'origine de ce fameux site pour les personnes âgées.gouv, qui reste un succès quand même formidable, un des meilleurs, un des beaux succès de la CNSA depuis la dernière décennie, et puisque tous vos établissements sont à l'intérieur de cet annuaire numérique et qui a été aussi un progrès considérable dans la façon d'aider les usagers à trouver un établissement, à se renseigner. On l'a oublié tellement maintenant c'est dans le paysage. On l'a oublié et je voulais juste rajouter que l'ambition c'est de faire monter en puissance l'outil, enfin le portail comme un lieu d'information, mais demain, et c'est très important parce que ça nous renvoie à ce que font les autres caisses en termes d'accès aux droits, c'est-à-dire que l'ambition c'est qu'à terme, et on est en train de le construire, et grâce à ces systèmes d'information plus performants, ils soient connectés au portail et que l'usager puisse faire ses démarches en ligne. Alors bien sûr, j'oublie pas le débat et il est réel, il est important entre et on aura de plus en plus d'usagers qui pourront faire les démarches en ligne et ça sera plus rapide, ils pourront suivre l'avancée de leur parcours en ligne, mais garder évidemment des points d'accueil, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, des guichets pour les personnes qui ont besoin d'être accompagnées dans leur démarche, mais justement c'est ce portail, et puis demain ce portail interconnecté avec les services qui derrière font de l'accès aux droits, nous permettra d'avoir une logique multicanale, c'est-à-dire par le numérique, par l'accueil physique, d'irriguer l'ensemble du territoire pour que les usagers connaissent mieux leurs droits et y accèdent plus vite. On sait qu'on peut avoir des ruptures de parcours liées à un accès aux droits tardif. Dans l'ensemble des risques, c'est le cas. Comment on traite ça dans la branche autonomie de manière plus performante et plus en ligne avec les standards qui sont aujourd'hui ceux des autres branches de sécurité sociale.